Ces hommes, sont-ils prêts? Savent-ils ce qui les attend? Bientôt, ils se jetteront dans la bataille. Et pas n'importe laquelle, la plus audacieuse de tous les temps. Un incroyable tour de force logistique. Une simple division demande 700 tonnes de matériel par jour. Un déploiement inouï de soldats. Hitler et beaucoup de ses généraux sont persuadés que les Anglo-Américains seront rejetés à la mer. Leur but? Libérer la France, l'Europe. Cette bataille, ce sont eux qui vont vous la raconter. En moins de 15 minutes, nos pertes sont énormes. J'essaye de compter mes hommes allongés autour de moi. Nous ne sommes plus que 13 sur 188, il n'y a plus un officier. Comment ils ont écrit la plus grande opération militaire de tous les temps, l'opération Overlord. L'enfer se déchaîne, parce que vous allez avoir des bombardements de grande ampleur qui vont marquer les villes de Saint-Lô, les villes de Caen. Les Normands ont vécu un enfer à l'été 1944. « 1940. La folie d'Hitler se répand sur l'Europe. Les leçons de la Grande Guerre en tête et l'humiliation du traité de Versailles en bandoulière, l'armée allemande fond sur la France le 10 mai. Les troupes françaises, belges et anglaises sont dépassées. C'est le repli jusqu'à Dunkerque. Objectif, l'Angleterre. Pendant 9 jours, 1000 bateaux tentent la traversée. Plus de 300 000 hommes embarquent. Jeunes, à peine formés au combat, sur une mer en feu et des plages en sang. C'est leur première guerre, parfois leur tombe. Pour tous, l'enfer. Ceux qui arrivent à Douvres pensent que c'est fini. Et pourtant, ce n'est que le début. L'Angleterre est lente à la colère, mais Winston Churchill, son Premier ministre, est maintenant prêt à en découdre. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. C'est aussi l'intention de De Gaulle. Le 18 juin, il lance son appel à lutter pour sauver la France. Le 22, le gouvernement de Pétain, lui, demande l'armistice. Entrent alors en résistance des centaines de Français et de Françaises. J'avais honte du gouvernement qui avait demandé l'armistice. J'ai donc décidé d'embarquer dans un remorqueur pour rejoindre l'Angleterre et continuer à travailler pour la guerre. La patronne de l'hôtel de l'Océan avait posé le poste de TSF sur le rebord de la fenêtre, et on a entendu l'appel rediffusé d'un général qu'on ne connaissait pas. Mais ça a suffi pour donner envie aux jeunes de rallier l'Angleterre. Alors on est parti, à bord du bateau, un ravitailleur de phare. On était 52 pour un équipage habituel de 4 hommes. La résistance chez nous n'est pas née de la honte, mais d'un chagrin. On a commencé à chercher des armes abandonnées pendant la retraite, à coller des tracts injurieux pour les Allemands. Puis on a fait circuler un journal. Des photos de De Gaulle, qu'on ne connaissait pas, mais dont la voix, charnelle, claire, récapitulait tout ce que nous sentions. L'Angleterre. Hitler veut en finir avec elle. À nouveau, il lance l'assaut. Cette fois, la bataille aura lieu dans les airs. Royal Air Force contre Luftwaffe. L'armée de l'air du Reich y laisse des centaines d'avions et de pilotes. Mais l'écrasante majorité des morts ne porte pas l'uniforme. Plus de 27 000 civils sont restés sous les ruines de la bataille d'Angleterre. Bienvenue dans une guerre qui s'étendra bientôt sur tout le globe.
Dans le sillon de la démesure hitlérienne, les forces de l'Axe se lâchent. L'Italie et le Japon partent en guerre, en Afrique, en Asie. L'Allemagne rompt le pacte germano-soviétique et envoie 3 millions de soldats à servir l'URSS en juillet 1941. En décembre, c'est le Japon qui lance ses forces sur la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Le 8 décembre, l'Amérique entre en guerre à son tour. À l'est de l'Europe, les pertes sont catastrophiques pour l'Union soviétique. Elle réclame aux Alliés l'ouverture d'un front sur l'ouest pour détourner l'ennemi. C'est d'abord un groupe de commandos qui devra s'en charger. 6 000 hommes pour prendre Dieppe par la mer, du jamais vu alors. Mais le raid tourne mal. Les mitrailleuses sifflent, les corps tombent. En quelques heures, 1000 hommes sont tués. Les autres, blessés ou prisonniers. Le Canada pleure encore son plus lourd tribut à la guerre. En stratégie militaire, ce carnage s'appelle une leçon. Prendre la forteresse Europe sera beaucoup plus difficile que prévu, si ce n'est impossible. À moins peut-être de s'infiltrer, seul, déterminé, pour œuvrer de l'intérieur. La chimiste Jeanne Boeck est de ces forces invisibles qui peuvent passer les mers sans se faire remarquer. En 1942, j'ai demandé à partir en France pour former les résistants aux techniques de sabotage. J'ai fini par être acceptée en septembre 1943. Il est essentiel de préparer aussi un débarquement depuis l'intérieur, car la Festung Europa, cette forteresse Europe, les nazis la protègent d'un interminable mur. Alors ce mur de l'Atlantique n'est pas une grande muraille de Chine continue, c'est un ensemble de points fortifiés, de blocos, de batteries, qui visent à interdire aux Alliés l'accès au territoire français, aux côtes françaises, ou pour être plus exact, parce que les Allemands ne sont pas stupides, ils n'imaginent pas que le mur de l'Atlantique suffira pour rejeter les Alliés à la mer, mais ils espèrent que ce mur de l'Atlantique aura deux éléments positifs. D'une part, il obligera les Alliés à fractionner leurs forces, et donc à rendre moins fort la loi du nombre, et d'autre part, ils estiment que le mur de l'Atlantique va ralentir les Alliés, permettre par conséquent de gagner du temps, et donc permettre aux Allemands d'organiser la contre-offensive. Mais où le Reich va-t-il concentrer cette contre-attaque? La question est cruciale pour choisir l'endroit stratégique d'un prochain débarquement. Là encore, c'est de l'intérieur que la réponse émergera. En mai 1942, mon mari avait répondu à un appel d'offres de l'organisation Todd. Il devait changer des papiers peints. Quand il a présenté les échantillons à l'officier en charge, il a remarqué qu'un paquet de polycopiés avait été livré. Il a profité que l'officier soit occupé dans une autre pièce pour jeter un œil à ces documents. Et il a tout de suite reconnu les côtes normandes. Le dossier comportait aussi le mot secret. Alors intrigué, il en a caché un exemplaire derrière un miroir et quand il est revenu faire les travaux un peu plus tard, il a réussi à glisser ses plans dans des chutes de papier. On les a ensuite transmis à Londres. Ce sont en fait des journalistes américains qui m'ont appris bien plus tard combien ces plans, qui représentaient très précisément les défenses du mur dans la baie de Seine, avaient été importants pour le choix même du site du débarquement. Le choix de la Normandie est un choix par élimination. Le Pas-de-Calais est l'option a priori la plus évidente. Pourquoi? Parce que le Pas-de-Calais est le plus proche de l'Angleterre, ce qui veut dire que la traversée des bâtiments sera plus brève, mais également que la couverture aérienne sera plus facile, tout simplement parce que les aérodromes sont plus proches des côtes françaises. En revanche, ce Pas-de-Calais est la région la plus solidement défendue. Donc les Anglo-Américains vont opter pour la Normandie, bien que la Normandie présente deux problèmes. Eh bien, elle est plus éloignée des côtes britanniques, et d'autre part, il n'y a pas de port en eau profonde. Ils décident, au fond, de prendre la Normandie en se disant que la faiblesse des défenses allemandes compensera ces deux éléments négatifs. Le débarquement sera fixé au 1er mai 1944 en Normandie. Le général 4 étoiles Eisenhower en prendra les commandes. Eisenhower a été un homme qui a eu un destin exceptionnel parce qu'il a toujours été au bon endroit au bon moment. C'est un officier assez bon mais pas exceptionnel quand il fait l'école militaire, mais il est nommé près de MacArthur.
Et puis ensuite, il va être nommé près de Marshall. Et MacArthur et Marshall sont deux généraux qui vont être les fers de lance de l'armée américaine pour la Seconde Guerre mondiale. Donc ils connaissent Eisenhower. En plus, c'est un brillant stratège. Donc Marshall, qui est le patron de l'armée américaine, dit on va envoyer Eisenhower en Europe et c'est lui qui dirigera le débarquement en Afrique du Nord et en Sicile. Et Eisenhower réussit ces deux débarquements et de ce fait, il devient le patron, nommé par Roosevelt et Churchill, de l'opération Overlord, c'est-à-dire le poste militaire le plus extraordinaire, puisque c'est celui qui va diriger la plus grande opération militaire de tous les temps. Overlord, cela signifie suzerain. Même le nom de code de cette opération ne laisse ni doute ni choix à celui qu'on surnomme Ike. Ce doit être une victoire. D'ailleurs, le brief reçu par Eisenhower est élémentaire. Entrer en Europe, atteindre le cœur de l'Allemagne, détruire l'ennemi. On ne peut plus simple, sur le papier. Car la conception d'Overlord est en réalité colossale, sa complexité inégalée. L'exécution sera extrêmement difficile, et atteindre le cœur de l'Allemagne depuis les rives anglaises sera sans doute très long. Pourtant, il ne reste qu'un an pour tout préparer. Fabriquer des milliers de bateaux, débarcadères, des centaines de milliers de tanks, des millions de munitions. Les usines des Alliés ne produisent pas assez vite. Il faut repousser la date du débarquement. Rendez-vous au 1er juin. En attendant, on continue à stocker le matériel dans les champs, les rivières, les ports, les villes. Le sud de l'Angleterre est un vaste entrepôt doublé d'un camp d'entraînement XXL pour les 2 millions de soldats déjà sur place. Une simple division demande 700 tonnes de matériel par jour. C'est grosso modo 15 000 à 16 000 soldats, quelques milliers de véhicules et 14 000 personnes qui doivent en assurer le support. Acheminer les renforts, acheminer les troupes américaines d'une part et construire des bâtiments de débarquement sont les deux grands problèmes majeurs qui se posent aux logisticiens anglo-américains. Le problème sera résolu et les hommes embarqueront le 3 juin. Ils attendront dès lors le top départ dans le plus grand secret. La discrétion. Voilà un élément clé dans une bataille. Mais comment faire passer 300 000 hommes et des millions de tonnes de matériel militaire sous les radars ennemis? L'un des soucis majeurs des Alliés, et particulièrement de Churchill, c'était que les Allemands ne sachent pas où aurait lieu le débarquement. Ils vont imaginer tout un tas de stratagèmes. Ils créent une opération qui s'appelle l'opération Fortitude et qui a pour objectif de berner les Allemands et de les berner jusqu'au bout, si j'ose dire. Et alors, ils vont non seulement berner Hitler, mais ils vont lui apporter des preuves de ce débarquement dans le Pas-de-Calais. Et ils sont induits dans cette erreur par une manœuvre d'intoxication dont on a beaucoup parlé, Fortitude, qui repose sur un certain nombre de stratagèmes, par exemple des faux chars en caoutchouc gonflable, des fausses barges de débarquement. Mais ces stratagèmes, au fond, jouent assez peu. Ce qui a énormément joué, c'est le rôle d'un agent qui s'appelle Garbeau, Juan Pujol, qui en fait a toute la confiance des Allemands et qui leur envoie des rapports totalement fantaisistes, affirmant que, bah oui, le débarquement va se produire dans le Pas-de-Calais. Même les soldats qui montent à bord ne connaissent pas leur destination exacte, ni l'heure de leur départ. Le secret est total. Des milliers de vies sont en jeu. Alors qui aurait envie de le dévoiler? Il y a eu une bourde assez incroyable. C'est celle d'une télétypiste de Associated Press. Le samedi 3 juin, elle veut s'entraîner. Elle utilise un télétype qui malheureusement est en ligne. Et elle utilise une dépêche qui est prévue pour le jour J. Elle annonce le débarquement en cours. Évidemment, ça crée un émoi extraordinaire. Un démenti d'AP arrive rapidement, mais le mal est fait. Mais ce n'est pas la presse qui fait l'événement, c'est la météo. Le jour J nécessite une précision climatique horlogère. Coefficient de marée, fort. Météo, favorable. Ciel, clair, pleine lune pour les parachutistes. Marée, montante, mais pas trop, pour que les péniches repèrent les pièges de Rommel plantés dans le sable. Il n'y a que quelques jours dans le mois qui cochent toutes ces cases. Heureusement, le temps est clément depuis des semaines. Sauf que les éléments ne se soumettent pas aux exigences des hommes, même pas pour le départ de la plus grande opération militaire jamais imaginée. Une dépression vient contrarier le départ. Rendez-vous dans 24 heures.
Pourquoi les Alliés voitinent cette accalmie et pourquoi les Allemands ne la voitinent pas? Parce que les Alliés ont un système météo bien plus performant et qu'ils disposent notamment de stations météo en Islande et au Groenland dont les Allemands ne disposent pas. Depuis 15 jours, on attendait. On se relayait devant le bureau de poste à Bressé. Quand le message est arrivé le 5 juin vers 17h30, ça a été une énorme émotion, comme un grand soulagement après ces années d'angoisse. Alors on a pris nos grappins et nos pinces et on est allé à 5-6 couper la ligne Brest-Berlin. On est rentré à l'aube. J'ai reçu l'ordre de mon cher Baudet de me rendre dans l'Orne pour faire sauter le train Paris-Granville, les routes et un dépôt de munitions à Saint-Gauburge. Mon contact, Hélène Chevalier, me conduit chez son père, où je passe la nuit, avant de rencontrer 2 résistants qui connaissent bien la région. On décide de faire sauter le chemin de fer le soir même, en posant plusieurs charges sur une distance de 4 à 5 km. Le 5 juin, en fin d'après-midi, quand la résistance normande se prépare à tout saboter, le go d'Eisenhower est déjà prononcé. Un message passe de bateau en bateau. Que Dieu vous garde. Il est signé Churchill et George VI. Il signe surtout le départ de milliers de jeunes hommes vers une histoire qu'ils seront bientôt seuls à écrire. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. « 4000 navires glissent vers le combat. À leur bord, 130 000 soldats se préparent à mourir en France. Combien d'entre eux savent seulement où la situer sur une carte? Peu importe. Ce matin du 6 juin 1944, ils veulent libérer la France. L'opération Neptune a commencé. Sur la côte, les Allemands ne se doutent encore de rien. Trop confiants dans la supériorité du Reich, endormis par les manœuvres de diversion alliées, amputés de leur radar par les frappes aériennes des semaines précédentes, les soldats de la Wehrmacht ne voient pas ce qui se trame au large. On entend des bruits de moteur à l'est du Cotentin. Nos radars sont hors d'usage, mais il semble qu'il y ait une force importante. Ici, on ne pense pas qu'il s'agisse d'une grosse opération. Non seulement les Allemands pressentent qu'un débarquement va se produire, mais ils l'espèrent. Parce que pour Hitler, un débarquement est une manière de lever l'hypothèque. Hitler et beaucoup de ses généraux sont persuadés que les Anglo-Américains seront rejetés à la mer. La voie ouverte par des dragueurs de mines, la flotte monumentale du débarquement reste invisible aux Allemands. Au même moment, dans les terres, une armée de l'ombre passe aussi sous les radars. En action depuis la veille, la résistance prépare l'arrivée des Alliés. Nous étions en train de mener une opération de sabotage des communications allemandes. Peu de temps avant l'arrivée prévue des parachutistes anglais, nous avons entrepris de déterrer et scier méthodiquement les câbles de communication. Mais c'est dans le ciel normand que s'ouvre le premier acte du débarquement. Peu après minuit, une myriade de parachutistes anglais et américains sont largués silencieusement sur le sol normand. Le débarquement du 6 juin 1944 va être scandé par un certain nombre de phases. Dans une première phase, vous allez avoir des opérations aéroportées qui vont mettre en jeu, dans la nuit du 5 au 6 juin, à la fois des Américains, 92e et 101e division aéroportées, c'est-à-dire des troupes qui sont transportées par des planeurs, remorqués par des DC-3. Ces opérations aéroportées ont plusieurs finalités. C'est de détruire des batteries qui menacent le corps expéditionnaire, et notamment la batterie de Merville. D'autre part, les troupes aéroportées doivent s'emparer d'un certain nombre d'ouvrages d'art, et notamment des ponts. Je venais de me mettre au lit quand le premier avion est passé. Je me suis précipité dans la cour et je l'ai vu. 10 minutes après, il y en avait des centaines. Des milliers de parachutistes atterrissaient. Une nuit d'espoir, qui commence pourtant à sentir la mort. Des centaines de paras ne verront jamais l'aube du jour le plus long. À 5h50, ce jour se lève sur Omaha Beach. Pour réduire la défense allemande, les bombardements déchirent le ciel, labourent le sol. L'artillerie navale prend le relais. L'orchestration est bonne, mais pas le tempo.
Lorsque les premières barges se mettent à l'eau, la défense allemande est intacte. Les hommes font cap sur l'enfer. Déjà fatigués par la mer, les Américains avancent sans protection. Face à eux, 7 km de plage massivement piégée et 12 000 soldats allemands aguerris. Je m'arrête dans l'eau et me colle contre 2 soldats accroupis à ma droite. Les balles ricochent tout autour sans m'atteindre. Quand les 2 gars s'affalent, ils sont touchés. Leurs corps sont directement emportés par les flots. L'endroit n'est pas très sain, donc je décide de ramper vers la gauche. Il faut escalader des corps, contourner des carcasses de chars et dégager des équipements éparpillés. Mon Dieu, il faut que je traverse cette satanée plage. Je m'élance avec 39 hommes. Je m'arrête sous la mitraille, je m'allonge et je compte ce qui reste. Nous ne sommes déjà plus que 13. La défense allemande est si intense que des milliers de soldats se trouvent rapidement cloués sur place. Sur cet enfer de sable, d'acier, de bombes et de sang, ils sont abattus, impuissants. À plus de 6000 km de chez eux, 19 boys de la même petite ville de Bedford, Virginie, sont fauchés en moins de 10 minutes sur ce petit bout de France. Ils n'avaient jamais vu d'Allemands. En moins de 15 minutes, nos pertes sont énormes. J'essaye de compter mes hommes allongés autour de moi. Nous ne sommes plus que 13 sur 188. Il n'y a plus un officier. Les balles ricochent autour de nous. Il n'y a pas la moindre protection, le moindre abri, sauf les corps des copains déjà tués. C'était mon baptême du feu. Et j'étais dans un état second. Je n'avais plus peur de mourir. C'était terrible parce que j'avais conscience que c'était un véritable assassinat que je commettais. Je voyais nettement leur visage se crisper quand je les touchais. Mais c'était la règle. Si je ne tire pas, ils me tuent. Mais les Américains s'accrochent à la plage. À son arrivée sur Omaha, le colonel Taylor prend la mesure du désastre. Il y a 2 sortes de gens qui vont rester sur cette plage. Ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Alors fichons le camp d'ici. Ces quelques mots redonnent foi aux hommes. Au fil des heures, ils inversent le rapport de force. À la pointe du Hoc, 200 Rangers réussissent même l'exploit d'escalader les 30 mètres de cette inaccessible falaise. Au soir du jour J, sur Omaha la sanglante, 34 000 GIs ont pris pied. Plus de 1000 y sont restés à jamais. Si on nomme Omaha la sanglante, on pourrait appeler Utah la chanceuse. Pourtant, la bataille s'y est mal engagée. Un fort courant, une erreur de navigation, et c'est toute une division qui débarque 2 km au sud de son objectif. La zone est moins praticable, mais elle est beaucoup moins fortifiée. Rapidement, la plage est sous contrôle et la liaison est faite sur terre avec les positions prises dans la nuit par les paras. L'invasion alliée se renforce de 25 000 hommes et 1800 tonnes de matériel. Gold, la britannique. La défense allemande y est féroce. Mais au bout de la plage, après plusieurs assauts, la voie est ouverte vers les terres. Gold est une réussite. La jonction est faite avec les Canadiens de Juneau. Juneau n'est pas loin de Caen. La mission des soldats canadiens est de prendre son aérodrome. Mais ici, on joue de malchance. L'assaut est retardé d'1 quart d'heure. La mer remonte. Ma chère Jeannette, mon amour, à cette heure-là, cette nuit, tu dois dormir là-bas à Québec. Presque un tiers des embarcations coulent en percutant des mines. Autant d'hommes déjà perdus. Ceux qui débarquent, ceux qui survivent, se tassent sur les plages bloquées par les murs et les fossés de la défense allemande. L'arrivée des blindés amphibies change le cours des choses et des voies vers les terres sont enfin ouvertes. Pourtant, en fin de journée, les Canadiens n'ont pas atteint leur objectif, prendre l'aérodrome de Carpiquet. Asword, l'unique commando français du débarquement intégré à la brigade des bérets verts anglais, va enfin fouler le sol de sa patrie. À la tête de ses 177 fusiliers marins, le commandant Philippe Kiefer. Seigneur, je serai très pris aujourd'hui. Je peux vous oublier, mais vous, ne m'oubliez pas. Combien de prières adressées ce jour J? Combien exaucées? Philippe Kiefer aura eu la vie sauve, mais pour 10 de ses compatriotes, il n'aura pas été entendu. Malgré tout, la mission se poursuit. Il faut libérer Rivabella, renforcer les paras qui attendent à Bénouville et Ranville. Les paras de la 6e aéroportée ont fait des choses absolument incroyables dans la nuit du 5 au 6 juin. Donc Bénouville, c'était
un pont qui est sur le canal de Caen à la mer. Donc les Anglais ont imaginé un stratagème assez extraordinaire et ils ont dit on va envoyer des paras en planeur qui vont atterrir sur l'objectif en fait. À Bénouville, ils ont atterri à 40 mètres du pont et ils ont surpris les Allemands qui n'ont pas eu le temps de réagir et en quelques minutes, ils sont devenus maîtres de la situation. Nous avons atterri dans un fracas épouvantable et le planeur a subi des dégâts. Notre premier souci, c'était de prendre le bunker à côté du pont. C'était capital, car le bouton de commande du système de destruction s'y trouvait. Notre mission, c'était également de prendre le pont intact, mais surtout de le garder intact. Nous avons donc mis le bunker hors de combat en y jetant des grenades. Près d'une demi-heure après, les troupes parachutées sont arrivées. Au soir du 6 juin, les Alliés n'ont toujours pas pris Caen, l'objectif principal. La lutte promet d'être longue. Pour ralentir les mouvements allemands, les Alliés doivent détruire les gares, les ponts et les villes normandes. C'est ce qu'on appelle un bombardement stratégique. Tout ce qui peut être utile à la défense allemande doit être réduit à néant. Ce 6 juin, un ouragan de bombes alliées s'abat sur plusieurs villes et villages normands. Pour ceux qui attendaient leur libérateur, c'est la sidération. Parti d'Angleterre en mission sur son Spitfire de la Royal Air Force, Denis Boudard, engagé dans les forces françaises libres, voit au loin sa ville se consumer. Au-dessus de la Manche, à près de 70 km de la côte, je vois devant moi un trait noir sur l'horizon. Je devine une énorme colonne de fumée. Plus j'approche, plus c'est une évidence. Caen, la ville que j'ai quittée en 1941 pour rejoindre Londres, la ville que j'ai survolée intacte ce matin, ma ville, brûle. Ils volent sur la droite et arrosent tout le centre. La nuit suivante, ils reviennent. Cette fois, les bombes tombent vraiment pas très loin. On ressent la déflagration. On décide alors de partir, de quitter Caen. Un puissant vombrissement de forteresse volante a soudain retenti. Le cœur vibrant, on a couru à nos fenêtres ou dans la rue pour admirer les magnifiques escadres. On s'est tous dit, enfin les voilà. Les forteresses volaient assez bas, en groupe compact. Quelques secondes seulement se sont écoulées et d'un seul coup, un sifflement strident s'est fait entendre, dont l'intensité ne cessait d'amplifier. Et tout le monde a compris que la mort était sur nous. Caen, Saint-Lô, Lisieux, Vire, Condé-sur-Noireau, Avranches, la liste est longue de ces villes broyées sous les bombes. Vous allez avoir 130 000 hommes qui vont débarquer au soir du 6 juin 1944. Ces troupes anglo-américaines et canadiennes débarquent et elles se heurtent à un feu nourri. Et donc ce mur de l'Atlantique, il est très loin d'être anéanti, il est même très loin d'être ébréché. En revanche, il est clair que cette pluie de bombes qui s'abat, elle a sonné les défenseurs allemands. Au soir du 6 juin, la vie de 3000 paisibles Normands avait été prise pour libérer la France, autant que le nombre de soldats morts sur les plages du débarquement. Mais pour les Alliés, le plus dur reste encore à faire, car ce jour J, aux allures de fin du monde, n'est que le début de l'opération Overlord. Au lendemain du D-Day, tout reste encore à faire pour libérer la France. Et pour cela, il faut des quantités considérables de matériel. Or, prendre Cherbourg, seul port en eau profonde qui permettrait ce ravitaillement, promet d'être long et périlleux. Alors les ingénieurs d'Overlord ont conçu un dispositif totalement invraisemblable. 2 ports artificiels en kit à monter devant les plages. Alors c'est une idée extraordinaire parce que débarquer autant d'hommes, il faut avoir immédiatement un port. Évidemment, le port en eau profonde pour la Basse-Normandie, c'est Cherbourg. Et Cherbourg, c'est une péninsule qui est extrêmement bien défendue, donc il n'est pas du tout certain de l'avoir en temps et en heure, et surtout en bon état. Et donc, il y a un type dans une réunion, un Commodore, il s'appelle Hugh Hallett, et il dit moi, pourquoi on n'irait pas avec un port artificiel? Ça fait rire évidemment tous ses collègues, sauf une personne qui ne rit pas du tout, c'est Churchill, qui trouve que l'idée n'est pas une mauvaise idée, elle est folle, mais c'est une bonne idée. On va partir sur la construction de ports artificiels, un pour les Américains et un pour les Anglais, et disons que
On va faire des ports de 500 hectares. On fabrique des énormes caissons de béton qui font 600 tonnes, 5 étages à peu près de hauteur, sur lesquels on installe des canons, on installera des canons de DCA. Mais ils ne sont pas pontés. On crée ces gros caissons de béton et puis on crée ce qu'on appelle une passerelle Lobnitz. C'est 4 grands poteaux métalliques avec une passerelle qui monte et qui descend avec la marée. Et à cette passerelle, on raccorde des voies Wales, c'est des voies métalliques qui sont posées sur des plots de béton flottants et ça va jusqu'à la terre. Tout est parfaitement pensé, parfaitement anticipé. Sauf peut-être cette tempête, comme on n'en voit jamais en Manche au printemps. Le 19 juin, les vents balayent intégralement le port américain. Il ne sera jamais remis à flot. Côté anglais, plus de chance. Le gigantesque port flottant aura une seconde vie. Bluffant d'efficacité et d'ingéniosité, les Alliés construisent des aérodromes en 24 heures. Seulement 3 jours après le débarquement, la première piste de plus d'1 kilomètre de long est en place sur les hauteurs d'Omaha Beach. On y évacue les blessés. Très vite, matériel et carburant affluent. Overlord va pouvoir se déployer. Il faut imaginer qu'une division, une seule division, ça demande 100 000 litres d'essence par jour. Donc, on ne va pas transporter ça avec des jerrycans. À peine le débarquement a-t-il eu lieu, à peine Port-en-Bessin a-t-elle été libérée, que déjà on installe des terminaux pour amener du carburant et on met des pipelines flottants pour amener du carburant jusque sur la terre, fin août, début septembre. Il y aura même un oléoduc qui ira de Cherbourg à Avranches, parce qu'il faut suivre les troupes et il faut les alimenter en carburant. Donc, des milliers de litres chaque jour. À la fin de la guerre, on estime qu'il y aura eu 600 à 700 millions de litres qui auront comme ça traversé la Manche entre la Grande-Bretagne et jusqu'au cœur de l'Allemagne. Le 14 juin, le général de Gaulle est de retour sur le sol français. Et pas pour faire de la figuration. Les Alliés veulent choisir l'administration qui pilotera la France. De Gaulle, lui, impose une administration provisoire de la République française. Il a déjà gagné la confiance et l'enthousiasme des Français. On se promenait, André Poupinel et moi, près du pont, nos brassards efféfiés au bras. Quand un général nous propose d'aller voir le général de Gaulle, qui vient de débarquer. Quand on arrive, il est là, entouré d'autres résistants impressionnés et peu bavards. « Que devons-nous faire, mon général ?» lui demande un camarade. « Il n'y a pas 36 solutions, vous devez vous engager dans l'armée française. » Il est reparti. Je me suis engagé. À l'heure où ces hommes s'engagent, les combats embrasent la paisible Normandie. 2 semaines après le débarquement, les Alliés piétinent et les Allemands se sont repris. L'enfer se déchaîne, parce que vous allez avoir des bombardements un peu stratégiques qui est de détruire les défenses allemandes. Donc on va choisir un certain nombre de lieux avec des zones de défense fortes, donc on va les pilonner. Et à ces bombardements de grande ampleur, qui vont marquer les villes de Saint-Lô, les villes de Caen pendant tout l'été 1944, s'ajoute également une intervention tactique, qui est une intervention de soutien au sol. Et donc, vous avez quand même un front qui se développe sur un territoire relativement restreint, mais où les opérations, les combats, sont d'une violence inouïe. Dans la région de 40 ans, on se bat à l'arme blanche. On a du corps à corps. Vous avez également de l'artillerie, des mortiers, des blindés. La Normandie, qui était une région paisible, eh bien, découvre l'horreur de la guerre. Le malheur s'abat sur la Normandie de manière extrêmement brutale et extrêmement inattendue. Pour tenir, il faut sécuriser le ravitaillement, reprendre Cherbourg. Les armées américaines isolent la ville du reste du Cotentin. Le 19 juin, désormais retranchés dans la cité portuaire, les Allemands en font une forteresse. Hitler exige qu'elle soit défendue jusqu'à la dernière goutte de sang. Reprendre Cherbourg sera un véritable calvaire. Un après-midi, alors que je me rendais dans une de mes églises, j'ai entendu des cris dans une grange. Et j'ai hésité, mais c'était ma paroisse, donc je suis quand même rentré. Il y avait là, couchés dans la grange, une 50aine de soldats en train d'agoniser. Des Américains, mais aussi des Allemands. Je voyais bien qu'ils allaient mourir. Je ne savais pas quoi faire, mais je me suis souvenu que j'avais appris le Notre Père en anglais. Et ils ont tous repris. La prière, phrase par phrase après moi. Ce fut comme un cœur parlé. C'était le dimanche 25 juin.
vers 13h. Nous allions déjeuner quand tout à coup, il s'est passé quelque chose d'inexprimable. Nous nous retrouvons tous par terre. Nous n'avons rien entendu. Les fenêtres se sont ouvertes d'un coup, arrachées. La poussière, la terre, les graviers, les débris de verre tourbillonnent, couvrent la table. Dans 2 chambres, il n'y a plus rien. Elles sont comme suspendues. Le fronton de granit de la cheminée gît intact un peu plus loin. C'est un obus qui a traversé le château. Il est ressorti au rez-de-chaussée en enlevant le mur. Et il y a des éclats à plus de 100 mètres. Alors Cherbourg, ça a été la première victoire alliée. C'est un général américain qui s'appelle Collins, il est surnommé Joe l'éclair, et il a réussi à couper la presqu'île du Cotentin et à remonter vers Cherbourg. Cherbourg qui est une forteresse, hein. Jusqu'à Montebourg, c'est extrêmement fortifié. Et remet la ville d'ailleurs, qui tient Montebourg, tient Cherbourg. Et il y a eu 40 000 Allemands de prisonniers à Cherbourg. Effectivement, tout avait été miné, dégommé. La gare maritime, c'est un tas de gravats, les quais sont bousillés, ils ont coulé plein de bateaux dans le port. Enfin, ils pensent que jamais plus personne ne pourra utiliser Cherbourg avant des mois et des mois. Malgré les ordres d'Hitler, son armée se rend le 26 juin. Pourtant, les combats continuent pendant plusieurs jours dans la ville. Le 1er juillet, rue après rue, bunker après bunker, les Alliés arrachent enfin Cherbourg à l'ennemi. Même si la ville n'est plus que cendres et gravats. En moins d'1 mois, les Américains vont rétablir la situation et les premiers Liberty Ships vont accoster à Cherbourg avant la fin juillet. Et ensuite, Cherbourg va avoir un rôle effectivement extrêmement important. Et jusqu'à la prise d'Anvers, Cherbourg, c'est le plus grand port du monde. La prise de Cherbourg peut réjouir les Alliés. C'est leur première grande victoire depuis le D-Day. Mais ils n'ont pas idée de ce qui les attend un peu plus au sud, dans le bocage normand. Autour de Saint-Lô, les petits champs sont séparés par de hauts talus. Les chars des GIs sont bloqués au passage des haies. Ils sont la proie facile des Panzerfaust, des lance-grenades anti-chars. Dans cette bataille des haies, on compte 1 mort pour chaque mètre de terrain gagné. Les troupes sont découragées, terrorisées. On progressait vers un verger. Il y avait quelque chose qui me disait que ça n'allait pas bien se passer. Soudain, de l'autre côté des pommiers, une mitrailleuse a ouvert le feu. L'embuscade avait été bien préparée. Je me suis jeté à terre sans avoir été touché, et les Allemands ont dû croire que j'étais mort. À côté, un gars criait qu'il était en train de se vider de son sang. Je lui ai chuchoté que j'allais essayer de le tirer de là, mais il s'est redressé pour venir vers moi. Aussitôt, la fusillade a repris. Il a été tué, et moi blessé. À la nuit tombée, je me suis mis à ramper quand j'ai entendu des voix. Alors, j'ai appelé. Quelle erreur! 2 infirmiers et un médecin sont arrivés. Il y a eu une longue rafale et ils ont été tués. Alors j'ai compris. J'étais l'appât du tireur allemand. Ils me laissaient vivre moi pour tuer mes camarades. Les Alliés n'ignoraient pas qu'il y avait du bocage. Mais en revanche, ils ont sous-estimé la nocivité de ce bocage. Pour eux, le bocage normand était le bocage anglais. Or, le bocage normand est différent du bocage britannique, tout simplement parce que les haies sont plus hautes, que vous avez des talus, vous aviez des soldats qui, avec un bazooka, pouvaient exercer des ravages. Ce bocage, il obligeait les tanks à prendre des routes relativement étroites, relativement encaissées, à la queue leu-leu. En prenant en enfilade les blindés, on pouvait les détruire. Le bocage obligeait parfois les tanks à escalader les haies. Or, en escaladant les haies, ils présentaient leur ventre, et le ventre du tank n'est pas blindé. Donc cette bataille de Normandie jusqu'au 25 juillet 1944 a été une bataille absolument terrible. Parce que, d'abord, elle empêche les Anglo-Américains de capitaliser sur leurs atouts. Quels sont les atouts des Anglo-Américains? L'aviation d'une part et les blindés de l'autre. Les affrontements font des milliers de morts militaires et civils. Les Américains décident alors de prendre Saint-Lô. Nous sommes le 11 juillet. Bombardements massifs, combats de rue, snipers allemands embusqués. Saint-Lô disparaît jour après jour sous les décombres, hanté par l'insoutenable odeur de putréfaction des corps. Cette ville, devenue fantôme, est délivrée le 18 juillet par un fantôme, le major Howe, mort aux portes de la ville alors qu'il voulait être le premier à la pénétrer. Ces hommes portent sa dépouille enveloppée du drapeau américain. Étendu sur un autel de gravats, il veillera plusieurs jours sur la capitale des ruines.
Saint-Lô a été particulièrement éprouvé parce qu'il y a eu les bombardements du 6 juin. Saint-Lô ensuite a été victime une deuxième fois des bombardements parce que c'était la bataille de Saint-Lô, la bataille des Haies. Ça a été terrible pour cette région de la Manche. Saint-Lô est devenue la ville la plus démolie de Normandie, 95% on dit. Dans le secteur britannique, les Alliés veulent en finir avec Caen. Depuis le jour J, ils l'attaquent avec constance et avec la même détermination. Les Allemands les repoussent. Chaque assaut se termine dans un bain de sang. Les civils qui n'ont pas fui la ville ont investi les caves, les églises, les carrières, les champignonnières. Pour des dizaines de milliers de Caennais, depuis un mois, la vie s'est organisée sous terre. Des familles entières occupaient des petites chapelles. Il y avait les cocottes sur les autels, des matelas et des couvertures partout. Tout le monde continuait à vivre sa vie de tous les jours pendant la messe. On faisait ses courses, la cuisine, la toilette. Le matin, on avait une espèce de jus marron avec un bout de pain. Le midi, on mangeait souvent de la courée avec des haricots à la tomate. La courée, c'est du poumon. C'était pas très bon. Le soir, parfois, on avait une soupe. L'après-midi, avec mes frères, on allait parfois au tribunal d'exception. Les pillards étaient jugés là. On écoutait les plaidoiries. C'était une de nos grandes distractions. Caen devait être prise dès le 6 juin. Et Caen pouvait être prise le 6 juin. Et les Allemands, il n'y en avait pas beaucoup dans la ville de Caen. Les Canadiens étaient arrivés aux portes de Caen et les Alliés pour le soir. C'est là que Montgomery a beaucoup été critiqué pour son extrême prudence. Alors on dit que les Anglais, c'est vrai, faisait la guerre depuis longtemps. Enfin, il ne voulait plus perdre beaucoup d'hommes en faisant des attaques un peu inconsidérées. Et il avait été décidé que si Caen n'était pas libéré le soir même, Caen serait bombardé pour en restreindre l'utilité pour l'ennemi. Les Canadiens prennent l'aérodrome de Carpiquet près de Caen, après 4 jours de violents combats. Montgomery décide alors une attaque frontale contre Caen, mais il demande d'abord aux bombardiers de pilonner la ville. Le soir du 7 juillet, des centaines de bombardiers sont passés au-dessus de nos têtes. On s'est dit qu'ils allaient en Allemagne. Et on les a vus revenir. En fait, ils se dirigeaient vers Caen. Ce 7 juillet, 450 bombardiers viennent pulvériser les quartiers nord de Caen. Le lendemain, l'artillerie prend le relais. Le 9 juillet, le nord de la ville est libéré. Le 12 juin, l'un des premiers objectifs qui était assigné aux troupes anglo-américaines, créer une tête de pont continue, faire que les 5 plages se touchent. Et bien le 12 juin, effectivement, la messe est dite, les Alliés disposent d'une tête de pont. En revanche, à partir du 12 juin, commence l'enfer. Il fallait prendre Caen, dont le contrôle de la plaine était vital. Or, Caen résiste et ne va tomber définitivement que le 19 juillet. Un grand silence enveloppe la ville. Un grand silence coupé seulement par les cris des blessés, le crépitement des immeubles qui flambent. 10 jours et 8000 tonnes de bombes plus tard, l'autre rive de la ville est dévastée, mais libérée. Les Allemands ne savent pas encore que dans cette défaite, ils viennent de perdre les clés de la bataille de Normandie. Juillet 1944, Normandie, péninsule du Cotentin. Pour prendre cette langue de terre, hommes et ravitaillements affluent depuis les débarquements. Ils sont 700 000 à se presser dans le Nord Cotentin. Démarre alors l'opération Cobra. Objectif, ouvrir les portes de la Bretagne et de la Loire. Mode opératoire, le carpet bombing, la plus grosse opération de bombardement. L'idée, c'est que l'on va pilonner les défenses allemandes, qui, à la décharge de Montgomery, sont beaucoup moins fortes dans le Cotentin que dans la région de Caen. On va donc utiliser un bombardement en tapis, carpet bombing, pour briser les défenses allemandes. Et ensuite, eh bien, les troupes américaines vont s'engouffrer dans la brèche ainsi créée pour effectivement réaliser la percée tant espérée, la percée tant attendue. À 3 heures, une avalanche d'artillerie et de mortiers s'est abattue sur le secteur nord de notre compagnie, si dense que nous avons cru venue la fin du monde. Nous pouvions entendre le grondement des moteurs et les cliquetis des chars dans les lignes ennemies. Ça nous a fichu une horrible frousse. Ensuite, les chars ont roulé vers nous. Leurs tirs traversaient les haies comme du gruyère.
Il faut dire que les Américains utilisent des balles qui font d'horribles blessures. Vers 10 h, l'ordre de retraite a été donné. La position était intenable. Pendant le repli, un terrible tir d'artillerie s'est abattu sur nous, alors que nous étions à découvert. J'étais persuadé que j'allais mourir, et j'ai fait comme les autres. Mes nerfs ont lâché. C'était l'enfer. Rien d'autre que l'enfer. Ce bombardement donne des résultats absolument inattendus. Les défenses allemandes sont absolument pulvérisées par ces bombardements. Les Alliés ne s'en rendent pas immédiatement compte, mais très vite, ils voient une brèche s'ouvrir. Et dans cette brèche, eh bien, ils s'engouffrent. C'est le moment où Patton entre en lice et Patton fait lui-même la circulation pour accélérer le rythme et dire aux blindés « allez-y, allez-y, avancez, avancez, avancez ». Et les défenses allemandes sont effectivement anéanties. Mon colonel, vous pouvez être assuré que tout le monde tiendra. Les grenadiers dans leurs tranchées, les chasseurs de chars, ils tiendront. Aucun n'abandonnera. Ils sont dans leur trou. Car ils sont morts, vous entendez? Vous direz de ma part au maréchal que la Panzerlehr n'existe plus, qu'elle est anéantie, mais que ces morts peuvent encore tenir et que je tiendrai avec eux jusqu'au bout, puisqu'ils l'ordonnent. L'opération Cobra met des milliers de soldats hors de combat et fait des centaines de victimes civiles. Mais les portes de la Bretagne sont maintenant ouvertes. Ils sont arrivés sur le coup de 18 h, le 30 juillet, dans la ferme du Bois Pépin, rue Maloyer, où nous étions réfugiés. On avait vu passer les Allemands dans un piteux état, en silence. 1 heure plus tard, un groupe d'hommes est venu fouiller les granges et les étables. Ils ont amené un canon anti-aérien, ont commencé à sourire, puis ça m'a marqué, ils ont demandé « Calvados ?» Alors on nous a permis d'approcher, de prendre des chocolats et des chewing-gums. Pour les Américains, il faut maintenant foncer. Objectif le port de Brest, les plages en pente douce du Morbihan et Rennes, carrefour de communication. Ils y entrent le 4 août. On a tout de suite foncé dans les combles du palais de commerce parce qu'on savait qu'il y avait des drapeaux. On en a pris 3, un français, un américain, un du Commonwealth qu'on a installé sur le balcon de la poste. Ensuite, une Jeep est arrivée à 9 h 10, un officier de marine est descendu. C'était Jean Marin, la foule était en liesse. Jean Marin, l'une des voix de la France libre sur l'antenne de la BBC, décrit la liesse dans les rues. Cet après-midi, le maire de Rennes a convié ses habitants à célébrer la libération. Elle répond massivement et de tout son cœur. La vaste place de l'hôtel de ville et les rues qui y conduisent sont pleines d'hommes, de femmes et d'enfants qui portent des drapeaux et des fleurs. Le même jour, Jean Marin, représentant le gouvernement provisoire, assiste à la naissance du quotidien Ouest-France auprès de son fondateur Paul Hutin. Je sais ce que tous ont fait au service de la résistance sous l'occupation allemande. Alors que dans le bocage normand, chaque avancée se faisait au prix de centaines de vies, en Bretagne, au rythme du ravitaillement en carburant, l'armée de Patton déferle vers l'Atlantique. Les villes libérées se multiplient, mais d'autres résistent. Alors, le combat s'éternise. La nuit où le casino a flambé, un gars du groupe est allé du fort en mer où nous étions enfermés, à la nage, prévenir les Américains de ne plus tirer sur nous. Le dimanche matin, les Allemands ont amené au fort 150 Malouins et Malouines qui étaient restés dans les abris de la cité, complètement détruites. Puis, il y a eu une trêve. On a vu les infirmiers et les brancardiers s'affairer autour du château. C'était la marée basse. Alors, on a tenté le coup. On a ouvert les portes et on est parti sur la plage. Les Allemands n'ont pas tiré. J'ai couru jusqu'à Courtoisville pour retrouver ma mère. Cézembre, une petite île qui fait face à Saint-Malo, devient ainsi l'endroit le plus mitraillé d'Europe. 20 000 bombes larguées sur 19 hectares, un mouchoir de poche. Les 300 Allemands abrités dans les souterrains ne se rendront que le 2 septembre. Avant ça, ces hommes auront été les premières victimes de ce qu'on appellera bientôt le napalm. Pour Patton, l'objectif reste Brest. Il force le pas. Les Américains arrivent à ses portes le 6 août, mais ils ne sont pas prêts d'y entrer. Ailleurs, à Quimper, on n'attend pas l'arrivée des Alliés. Le 4 août, ce sont les FFI qui la libèrent. D'ailleurs, si les Américains avancent si vite en Bretagne, c'est en partie grâce à la résistance.
Il y a eu des paras français qui ont été envoyés pour préparer l'arrivée de 200 paras français qui sont venus encadrer le maquis breton. Le maquis breton, c'était 20 000 personnes et qui ont eu des affrontements directs avec les Allemands à Saint-Marcel notamment et qui ont fait tout un tas de coups de main et de sabotage pour empêcher les Allemands d'envoyer trop facilement des renforts en Normandie. Et ça a bien marché parce qu'ils ont bien occupé les Allemands sur place. Les renforts, il y a eu des renforts qui sont arrivés en Normandie, mais ça a été très long. Ils ont été désorganisés, ils sont arrivés parfois sans le matériel. Donc ça a été une grande réussite, la résistance, et la résistance bretonne particulièrement. D'ailleurs, Eisenhower lui a rendu hommage et a dit que sans cette résistance bretonne, ils auraient eu beaucoup plus de soucis pour libérer et la péninsule bretonne, mais et l'Ouest en général. Toute la Bretagne n'est pas encore tirée d'affaire, mais les Sherman continuent de se déployer. Ils foncent vers Angers le 10, puis Nantes, libérée le 12 août avec l'aide des FFI. On est entré dans un immeuble, place du Maréchal Foch, où les Américains voulaient installer une antenne de liaison. La Gestapo avait eu son PC ici. On était méfiants en visitant. Tout pouvait être piégé. À l'étage, dans les bureaux, des centaines de cartes d'identité étaient rangées dans des casiers en bois, posées sur des tables. Les Américains étaient incrédules. Moi je comprenais trop bien. Ici étaient les traces de nos compagnons de Libé Nord après leur arrestation de janvier-février 44, et bien d'autres. C'était terrible. Malgré les morts, les disparus, c'est un vent de liberté qui s'empare de la Bretagne. Alors qu'en Normandie, les Alliés n'en ont pas encore fini avec les Allemands. À Mortain, le 7 août, contre toute logique et l'avis de ses généraux, Hitler commande une offensive à ses troupes épuisées. Erreur stratégique fatale. Les Alliés, bien renseignés, mieux équipés, bombardent sans répit, prennent en tenaille les troupes allemandes et stoppent net leur progression. Quelques jours avant cette offensive, Philippe Leclerc, à la tête de la 2e division blindée, débarquait sur Utah Beach. Le 12 août, la 2e DB de Leclerc est au Mans. Elle vise Paris pour la libérer. Mais elle est stoppée en plein rêve. Il y a des ordres qui ne se discutent pas. Il faut renforcer les troupes alliées à Chambois. Ici, 32 km de long, 9 de large. 100 000 hommes s'y entassent, des chevaux par centaines, autant de véhicules. Sous un interminable orage de bombes et de balles, les combats se font au corps à corps. Au fil des jours et des batailles, la poche se réduit, devient un corridor, 9 km par 2. Les Allemands l'ont baptisé le couloir de la mort. Le soir, on sort des abris. On découvre un carnage indescriptible, d'animaux tués, de soldats déchiquetés, mitraillés, de ferrailles tordues. 300 à 400 cadavres, une odeur atroce. Elle va rester longtemps dans le village. Elle nous réveille le matin et revient le soir. Le 21 août 1944, au terme de cet indescriptible apocalypse, 10 000 soldats sont tués, 50 000 faits prisonniers. Eisenhower décrira plus tard n'avoir pu marcher sur rien d'autre pendant des centaines de mètres que de la chair morte et pourrissante. Pour les Allemands, les sanglants combats de la poche Falaise-Chambois signent une terrible défaite. Ils marquent un tournant dans la bataille de Normandie. On peut considérer qu'à partir du moment où la poche de Falaise est scellée, 19-21 août, la bataille de Normandie s'achève et que s'ouvre une nouvelle séquence. Pour parodier, je pourrais dire que c'est la fin de la bataille en Normandie. À mon avis, on veut véritablement comprendre quand commence la séquence, 6 juin 1944, et quand elle s'achève, à mon avis, c'est le 25 août 1944 par la libération de Paris. Au-delà des dates, faisons le décompte. La bataille de Normandie, c'est 78 jours de guerre, 445 000 militaires et civils tués, blessés ou disparus. Une Normandie exsangue, mutilée. 300 000 édifices sont détruits. Et les mines de la bataille de Normandie continuent à tuer bien des années après. C'est à ce prix que la voie vers Paris s'est ouverte. La question dès lors,
qui va libérer la capitale de la France. Leclerc, c'est un grand soutien de De Gaulle. Donc les Américains s'en méfient parce que Roosevelt n'aime pas De Gaulle. Et on voit en lui effectivement un apprenti dictateur, leurs relations ne sont pas bonnes, que lorsque le débarquement est décidé, le 5 juin, De Gaulle est appelé à venir voir Churchill en Angleterre, à Portsmouth. Churchill lui dit le débarquement va avoir lieu, on va mettre en place une administration militaire et on va même lancer une nouvelle monnaie française. Alors pour De Gaulle, c'est la non-reconnaissance du gouvernement d'Alger qu'il dirige. Et deux, évidemment, il voit bien que c'est une attaque contre lui. Elle coup de pied aux fesses, elle a une botte américaine, c'est évident. De Gaulle, lui, impose son administration provisoire de la République française. Il a déjà gagné la confiance et l'enthousiasme des Français. Il y a eu la politique s'en est mêlée, parce que qui libère Paris, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux. Que les Américains étaient quand même tentés de libérer Paris eux-mêmes, les Français évidemment voulaient absolument libérer Paris eux-mêmes. Donc il n'y a pas eu de coup de force de Gaulle avec Leclerc, mais il y a eu un petit coup de force pour pouvoir aller sur Paris. Avant même qu'Eisenhower accepte que les Français aillent sur Paris, De Gaulle avait donné l'ordre à Leclerc d'envoyer une unité de reconnaissance sur la capitale. La division Leclerc libère Paris. Les cloches de la capitale sonnent à toute volée. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière. Et puis il y a cette apothéose, qui est une apothéose militaire, Paris est libéré, mais qui est aussi une apothéose politique, De Gaulle triomphe. C'est un peu le sacre du général De Gaulle. La bataille de Normandie, sous son nom de code Overlord, s'achève donc à Paris, où la France trouve son nouveau guide. Mais les forces alliées poursuivent leur mission. Le 15 août, un autre débarquement en Provence libère le sud du pays. Après, le 25-26 août, on va entrer dans une autre séquence, qui est celle de la libération de la France, de combats terribles. Fin août, Brest est toujours assiégé. Le fracas des combats dure depuis 1 mois. Je dors dans un hamac, tout habillé, près du bas de l'escalier. Je suis réveillé par la lumière qui s'allume et les cris « Feu! Munitions !» Je sors du hamac, je prends mon nécessaire de toilette et une première explosion me projette dans les escaliers. Aussitôt, tout le monde se retrouve au fond de l'abri, les uns par-dessus les autres. Après, deuxième explosion. Je me retrouve en dehors de l'abri, sur le parvis extérieur, sans savoir comment. J'ai les mains brûlées et j'entends les gens hurler. Seulement 39 Français et une centaine d'Allemands en réchappent. Lors d'une trêve, les civils sont évacués. La ville est alors broyée par les bombes. Lorsque les Américains délivrent Brest le 17 septembre, les 3/4 de la cité sont en ruine. Le front de guerre s'étire ainsi vers l'est de l'Europe, qu'il faudra encore 1 an pour libérer de l'oppression nazie. Dans l'ouest, les 10 et 11 mai 1945, Lorient et Saint-Nazaire sont les dernières cités à pouvoir brandir des drapeaux français. La victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Aujourd'hui, le temps tamise l'écho d'Overlord, comme le sable et le vent ont emporté l'odeur du sang et le bruit de l'acier. Mais la terre de l'Ouest peut encore raconter. Est-ce que le cœur des hommes saura l'écouter ? Du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs,
elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. C'est une fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Une fleur de chez nous. Ba-da-ba-ba-ba. Elle a fleuri de partout. Ba-da-ba-ba-ba.